Il était le fils unique d'un milliardaire. Né aveugle, il n'avait jamais prononcé un seul mot. Des dizaines de médecins avaient abandonné. Des années de silence. Tout le monde pensait qu'il était perdu à jamais, jusqu'au jour où une pauvre petite fille aux pieds sales, portant un seau de boue, entra dans sa vie. Ce qu'elle fit ensuite choqua tout le monde. Aucune machine, non aucun médicament, seulement le toucher, la patience, et quelque chose qu'aucun expert n'avait jamais tenté. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de regarder, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Nous aimons savoir que Léonard est né aveugle. Dès sa naissance, les médecins avaient senti que quelque chose n'allait pas. Il n'ouvrait pas les yeux, ne réagissait pas aux lumières au-dessus de lui et ne montrait aucun signe de reconnaissance visuelle du monde qui l'entourait. Après de nombreux examens, ils confirmèrent qu'il souffrait d'une forme rare de cécité congénitale qu'aucune chirurgie ni thérapie ne pouvait corriger. Mais ce n'était que la moitié du problème. En grandissant, Léonard ne prononça jamais un mot. Bien qu'il entende parfaitement qu'il réagisse au son et tourne la tête lorsque quelqu'un lui parlait, il n'essaya jamais de parler, même avec des babillages ou des syllabes sans sens. Son cerveau n'avait tout simplement pas développé la fonction du langage. Des médecins venus de toute la France et de l'étranger vinrent le voir, mais tous s'accordaient que sa capacité à parler avait été bloquée peut-être dès la naissance. Son père, Auguste Villiers, l'un des hommes les plus riches du pays, avait déjà perdu sa femme lors de l'accouchement. Il se retrouvait maintenant face à un fils qui ne pouvait ni voir ni parler. Cette situation le plongea dans une profonde isolation. Accablé par le chagrin, Auguste transforma son vaste château en une sorte d'hôpital privé. Il engagea les meilleurs spécialistes, fit construire des salles de thérapie, importa les machines les plus modernes et fit venir des médecins du monde entier pour examiner son fils. Rien ne fonctionna. Chaque tentative pour aider Léonard échoua. Les thérapeutes essayèrent la stimulation du langage, la thérapie sonore, des exercices cérébraux et même des traitements expérimentaux. Rien ne déclencha la moindre réaction. Le langage ne vint jamais. La vue n'arriva jamais. Le château devint un lieu silencieux et froid, rempli de matériel médical et d'un petit personnel qui fonctionnait comme dans un hôpital. Mais même avec toute cette technologie, l'endroit restait calme. Léonard ne criait pas, ne pleurait pas, ne riait pas. Il vivait dans le calme ignorant les couleurs, les visages et les mots. Le personnel, bien que gentil, ne parvenait jamais à créer un lien avec lui comme les enfants le font normalement avec leurs éducateurs. Il restait toujours distant, perdu dans son propre monde, répondant au toucher, mais ne montrant jamais d'émotion par la voix ou les expressions. Son père cessa d'assister aux réunions et apparitions publiques, restant proche du château et observant son fils de loin. Malgré tout cela, Léonard trouvait une étrange paix au milieu de son état. Il était naturellement attiré par les textures. Les lumières, les sons, les paroles des gens ne l'intéressaient pas. Ce qui le faisait sourire doucement, subtilement, c'était le toucher. Depuis son plus jeune âge, il tendait la main vers les objets, les sentant lentement se concentrant sur leur texture et leur température. Ses doigts étaient devenus ses yeux. Il aimait tenir des tissus doux, du métal froid, des carreaux lisses et surtout des éléments naturels. Mais par-dessus tout, il aimait la terre. Le sol du jardin du château devint sa chose préférée au monde. Chaque jour, il demandait silencieusement, simplement, en se dirigeant vers les portes, ou en tirant sur la manche d'un membre du personnel à être emmené dehors. Une fois dans le jardin, il s'agenouillait pendant des heures, laissant ses mains courir dans la terre, laissant la boue glisser entre ses doigts, trouvant de petits cailloux et des feuilles, et les disposant en ligne ou en cercle. Il ne jouait pas dans le sens habituel. Il explorait, découvrait et se connectait. La terre devint son univers personnel. En elle, il trouvait quelque chose que personne ne pouvait lui offrir, une façon de ressentir la vie.
Il distinguait la boue humide du sable sec. Il reconnaissait les feuilles à leur forme et à leur épaisseur. Parfois, il passait des heures à palper le même coin de terrain, découvrant de minuscules détails que personne ne remarquerait. Les jardiniers savaient qu'il ne fallait pas interférer. Ils le regardaient simplement de loin, comprenant que cette activité avait plus de valeur pour lui que n'importe quel jouet ou thérapie. C'était le seul moment où il semblait vraiment vivant. Ses doigts bougeaient constamment, explorant chaque centimètre du jardin avec une passion silencieuse. Il ne voulait pas partir. Si quelqu'un essayait de le faire rentrer trop tôt, il se retirait ou restait assis obstinément jusqu'à ce qu'on abandonne. Dans la terre, il trouvait quelque chose que les machines médicales et les thérapeutes n'avaient jamais offert un monde qu'il pouvait contrôler et comprendre avec ses mains. Le personnel finit par apprendre à lui accorder plus de temps dans le jardin. Ils lui aménagèrent un petit coin rempli de différents types de terres de plantes et de textures. C'était devenu son endroit préféré. Certains jours, il y restait du matin au soir. Parfois, il s'allongeait sur l'herbe, posant ses paumes sur le sol, fermant les yeux, même si cela n'avait aucune importance, et restait simplement immobile. Les sons des oiseaux ou du vent ne le dérangeaient pas. Il n'y répondait pas, mais si une nouvelle plante était placée près de lui ou qu'un caillou était déplacé, il le remarquait immédiatement. Il possédait une mémoire tactile incroyable. Il pouvait reconnaître un objet rien qu'en le touchant une seule fois. Le personnel commença à disposer des objets dans le jardin pour qu'il les trouve espérant que ce serait une sorte de jeu. Il les trouvait tous. Même son père, qui interagissait rarement directement avec lui, se tenait parfois à la fenêtre pour observer. Il ne parlait pas, mais il regardait. Il voyait son fils pleinement concentré pour la première fois, non pas avec des gens, mais avec la terre elle-même. Au fil des années, Léonard ne changea jamais beaucoup dans les façons habituelles. Il n'apprit jamais à parler ni à répondre à son nom. Il n'apprit jamais à marcher avec assurance ni à se déplacer seul, mais ses mains devinrent plus habiles. Il pouvait dénouer des nœuds, reconnaître des espèces d'arbres à leur écorce et construire de petites structures avec de la terre et des feuilles. Le personnel plaisantait parfois en disant que ses mains étaient plus intelligentes que les yeux de la plupart des gens. Il ne dessinait pas et ne créait pas d'art, mais à sa manière, il disposait des objets en motifs qui montraient réflexion et concentration. Ceux qui les voyaient étaient surpris par le détail et la symétrie. Il était clair que l'esprit de Léonard fonctionnait simplement d'une manière totalement différente. Il ne parlait pas parce qu'il n'en avait pas besoin. Il ne voyait pas parce qu'il avait trouvé une autre façon de comprendre. Il avait construit une vie basée sur le contact physique. Pas d'histoire, pas de conversation, pas d'image, juste le toucher. C'était ainsi qu'il percevait le monde. Le monde de Léonard était silencieux et sombre, mais il n'était pas vide. Il était rempli de textures, de températures et de sensations. Il ne pleurait pas ce qu'il n'avait pas, car il ne le connaissait pas. Pour lui, le jardin suffisait. La terre suffisait. Ses doigts lui racontèrent des histoires qu'aucun livre ne pourrait égaler. Chaque pierre, chaque feuille, chaque brise sur sa peau lui apportait quelque chose de nouveau. Et bien qu'il ne prononçât jamais un mot, le personnel comprenait qu'il n'était pas perdu. Il était simplement différent, et d'une manière silencieuse, peut-être même satisfait. Léonard continuait de passer la plupart de son temps dehors, entouré par la nature, les mains profondément plongées dans la terre. Ce petit coin du jardin, avec toute sa boue, ses pierres et ses feuilles, était devenu son monde entier. Un monde qu'il explorait chaque jour, silencieusement, complètement seul, mais jamais ennuyé. C'était sa propre manière de voir. Pas de vue, pas de parole, juste des mains. Un après-midi chaud, Anne arriva au château des Villiers, marchant aux côtés de sa mère,
qui portait un sac à main usé et un morceau de papier plié avec l'adresse. Elle n'avait rien d'autre qu'un seau en plastique fêlé sur un côté, et à l'intérieur, une petite plante qu'elle avait cultivée chez elle. Elle avait quelques feuilles vertes et une tige tordue, mais Anne la tenait avec soin, comme si c'était un trésor. Sa mère venait juste d'être engagée comme domestique pour la famille Villiers. Le château paraissait immense, comparé aux maisons modestes qu'elle connaissait. Ses murs étaient blancs, les fenêtres hautes, et le jardin s'étendait loin dans toutes les directions. Les sandales d'Anne étaient en train de se défaire, et ses pieds étaient poussiéreux à cause de la marche, mais cela ne la dérangeait pas. Sa mère semblait nerveuse, saluant discrètement la femme âgée qui ouvrit le portail. Auguste Villiers n'était pas là pour les accueillir, mais elles furent laissées entrer sans question. La mère d'Anne fut priée de commencer à travailler immédiatement. Anne, quant à elle, fut laissée assise dans un coin, mais elle était trop curieuse pour rester immobile longtemps. Au lieu de rester tranquillement à l'intérieur, elle s'aventura dehors. Le jardin était différent de tout ce qu'elle avait jamais vu. Il y avait des buissons taillés, des fleurs colorées et des arbres plus hauts que tous ceux de son quartier. L'air sentait l'herbe et quelque chose de doux qu'elle ne pouvait nommer. Anne ne connaissait pas les règles du château, mais personne ne l'empêcha. Elle courut donc le long des allées, toucha les fleurs et suivit un papillon qui volait près d'elle. Puis, dans la partie la plus éloignée du jardin, derrière une rangée de haies, elle aperçut un garçon assis par terre. Il avait les jambes croisées et les mains profondément enfouies dans la terre. Ses yeux étaient fermés. Il ne tourna pas la tête et ne dit rien. Pendant une seconde, Anne se demanda s'il dormait, mais elle remarqua que ses doigts bougeaient lentement, comme s'ils exploraient quelque chose sous la surface. Il ne la regardait pas. Il ne la remarquait même pas. Mais Anne ne trouva pas cela étrange. Elle n'appela pas. Elle ne posa pas de questions. Au lieu de cela, elle s'approcha silencieusement et s'assit à côté de lui, posant son seau avec la plante près de ses pieds. Anne ne dit pas un mot. Elle retira ses vieilles sandales pleines de trous et posa ses pieds dans la terre tiède et douce. Elle regarda à nouveau le garçon. Son visage était calme, mais concentré. Ses doigts se déplaçaient dans la terre comme s'il la lisait. Anne se pencha et commença à faire de même. Elle creusa avec ses mains, laissant la terre s'écouler entre ses doigts. Elle ramassa un petit caillou et le tendit, sans attendre de réaction particulière. Léonard ne voyait pas le caillou, mais il bougea sa main lentement vers lui et le toucha. Il le retourna dans sa main, puis le posa à côté de lui. Anne sourit, mais ne dit rien. Elle comprit qu'il n'était pas comme les autres garçons. Il ne parlait pas, il ne voyait pas, mais ses mains lui disaient tout. C'était comme s'il avait une manière différente de comprendre le monde. Et d'une manière ou d'une autre, elle y était entrée sans même essayer. Elle continua à creuser silencieusement, observant ses mouvements et suivant son rythme. Les deux passèrent longtemps là, assis en silence, couverts de terre. Anne oublia le vaste château derrière elle. Elle ne pensait pas au silence étrange à l'intérieur, ni au personnel qui se déplaçait calmement. Tout ce qui comptait, c'était le garçon à ses côtés, calme et concentré. Léonard n'avait jamais réagi aux autres personnes, mais avec Anne quelque chose était différent. Il ne s'éloigna pas, il ne se figea pas et ne se referma pas. Il accepta sa présence. Il ramassa même une feuille et la lui tendit, lui permettant de sentir sa texture comme il le faisait toujours. Anne comprit que c'était ainsi qu'il communiquait. Pas de mots, pas de gestes, juste des objets partagés et le toucher. Ce n'était pas un jeu dans le sens habituel, mais quelque chose de réel, quelque chose d'honnête. Ils ne connaissaient de pas leur nom. Ils ne prononcèrent pas un seul mot, mais ils partagèrent la terre. Les cailloux, les textures simples du jardin. C'était calme, paisible,
Et pour la première fois, Léonard n'était pas seul. Lorsque le personnel vit les deux enfants ensemble, il n'intervint pas. Ils furent surpris, bien sûr. Personne n'avait jamais approché Léonard d'aussi près auparavant, surtout pas un autre enfant. Les thérapeutes, médecins et éducateurs avaient essayé pendant des années sans succès. Mais cette petite fille aux pieds nus, arrivée sans prévenir, l'avait fait naturellement. Elle n'avait suivi aucune instruction et n'avait pas tenté de forcer l'interaction. Elle s'était simplement jointe à lui, à son niveau dans son monde. Auguste fut informé, et bien qu'il ne dise pas grand-chose, il se pencha à la fenêtre pour voir par lui-même. Là, ils étaient son fils et la fille assis côte à côte dans la terre. Il ne comprenait pas, mais quelque chose dans cette scène le fit rester plus longtemps que d'habitude à la fenêtre. Anne, bien sûr, ne savait rien de tout cela. Elle se concentra simplement sur un bâton qu'elle avait trouvé dessinant des lignes dans la terre, jetant parfois un regard à Léonard, pour voir s'il remarquait, et il le fit. À sa manière, il répondit en traçant des lignes à côté des siennes. À partir de ce jour, Anne retourna au jardin chaque fois que sa mère travaillait. Personne ne lui dit de s'arrêter. Le personnel commença même à l'attendre, gardant un coin du jardin propre pour qu'elle puisse l'utiliser. Elle apportait de petits objets de chez elle, boutons, ficelles, même des billes, et les présentait à Léonard pendant leurs moments dans la terre. Parfois, il les explorait avec intérêt. Parfois, il les ignorait, mais il ne la repoussait jamais. Leur lien resta calme et simple. Anne n'avait pas besoin de comprendre pourquoi il ne pouvait ni parler ni voir. Elle ne posa pas de questions. Elle l'accepta complètement tel qu'il était. Et Léonard, sans savoir comment ni pourquoi, commença à l'attendre. Il ne pouvait pas lui demander. Il ne pouvait pas regarder vers le portail. Mais lorsqu'Anne arrivait, ses mains bougeaient plus vite, plus vivement. Elle était la seule personne à être entrée dans son monde sans le briser. Et tout ce qu'elle avait fait, c'était s'asseoir à côté de lui, enlever ses chaussures et toucher la terre. Ils ne parlèrent jamais pas une seule fois. Mais dans le jardin, assis proches, les mains enfouies dans la terre, ils partagèrent quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir ni comprendre. Anne, la fille, arrivée avec de la terre sur les pieds et un seau contenant une petite plante, avait changé quelque chose dans le monde silencieux et sombre de Léonard. Sans s'en rendre compte, elle avait ouvert une porte que personne d'autre n'aurait trouvée. Pas par la science ou la thérapie, mais par quelque chose de simple, la présence, la patience et le toucher. Ainsi leur temps dans le jardin continua jour après jour. Anne avec ses doigts curieux et ses pieds sales. Léonard avec sa concentration silencieuse et ses mains sensibles. Le château restait haut et silencieux. Le personnel se déplaçait encore calmement dans les couloirs et Auguste regardait de loin. Mais dans le coin arrière du jardin, deux enfants étaient assis côte à côte dans la boue, ne disant rien du tout, et pourtant comprenant tout. Ensemble, sans prononcer un mot, ils commencèrent à jouer avec la terre. Dans les jours qui suivirent, Anne retourna au jardin chaque fois que sa mère venait travailler. Elle se moquait de se salir les vêtements ou des regards étonnés du personnel. Elle courait toujours droit vers l'arrière du jardin, à l'endroit où elle savait que Léonard serait. Il y était toujours assis, les jambes croisées, les mains profondément dans la terre, comme avant. Mais maintenant, les choses étaient différentes. Il n'était plus seul. Anne apportait de petits objets trouvés lors de ses promenades, des cailloux lisses des rues près de sa maison, des morceaux de bois tombés d'anciens arbres, des feuilles mouillées qu'elle avait ramassées après la pluie. Elle rassemblait ces objets dans son seau, le même vieux seau qui avait autrefois contenu sa plante. Chaque fois qu'elle arrivait, elle s'asseyait à côté de Léonard, posait le seau entre eux et sortait ses trésors un par un. Puis, sans demander ni expliquer, elle les déposait dans ses mains. Léonard les acceptait toujours, tenant chaque objet avec précaution.
le tournant lentement et passant ses doigts sur sa surface. Anne parlait tout le temps. Elle n'attendait pas de réponse. Elle lui parlait simplement comme elle parlerait à un ami. « Celui-ci est doux », disait-elle en lui tendant une feuille verte. « Et ce caillou est froid, ressens-le. » Léonard ne parlait jamais, mais il écoutait. Elle pouvait le deviner à la façon dont ses doigts s'arrêtaient sur certains objets ou par la légère inclinaison de sa tête, comme s'il se concentrait. Elle lui racontait des histoires sur les choses qu'elle avait apportées. Elle expliquait que le bâton venait d'un arbre qu'elle aimait grimper. Elle disait que le petit morceau de verre venait d'une bouteille cassée que quelqu'un avait jetée. Léonard ne répondait pas, mais Anne continuait de parler. Elle n'avait pas besoin qu'il parle. Elle voulait simplement qu'il sache qu'elle était là. Et d'une manière ou d'une autre, il le savait. Il y avait un rythme dans leur temps passé ensemble. Elle parlait, il touchait, elle regardait, il explorait, elle souriait. Et parfois, il bougeait juste un peu, presque comme un sourire en retour. Ce n'était pas une communication normale, mais c'était réel, et cela comptait. Un jour, Anne trouva la terre particulièrement douce et humide. Il avait plu la nuit précédente, et le sol du jardin ressemblait presque à de l'argile. Elle en prit une poignée et la regarda s'écouler entre ses doigts. Puis, sans trop réfléchir, elle tendit la main vers Léonard. Elle déposa doucement un peu de boue sur son front. Il ne tressaillit pas. Alors elle prit une autre poignée et, avec un sourire, la pressa légèrement sur ses yeux fermés. Cela ressemblait à un masque. La texture était lisse et fraîche. Dès qu'elle toucha son visage, quelque chose changea. Le corps de Léonard réagit d'une manière qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Il frissonna une seule fois, juste assez pour qu'Anne le remarque. Elle s'immobilisa, retenant son souffle. Pendant un instant, elle pensa avoir fait quelque chose de mal, mais elle vit ensuite ses paupières bouger un clignement. C'était la première fois qu'elle voyait une réaction de cette partie de son visage. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était clair. Léonard avait ressenti quelque chose de différent, et cela avait atteint plus profondément que d'habitude. Anne ne dit rien. Elle resta simplement immobile, observant. Après quelques secondes, elle prit un peu plus de boue et l'étala à nouveau délicatement sur son visage, répétant le geste lentement. Cette fois, Léonard bougea davantage. Son visage se tourna légèrement, non pas vers elle, mais vers le ciel. Il inclina la tête dans la direction du ciel. C'était comme s'il cherchait quelque chose, peut-être de la chaleur, peut-être de la lumière. Son expression ne changea pas, mais le mouvement était indéniable. Anne observa attentivement. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un d'autre l'ait vue, mais personne n'était proche. Il n'y avait que deux dans le coin du jardin, partageant ce moment étrange. Anne ne comprenait rien aux affaires médicales. Elle ne connaissait rien aux fonctions cérébrales ou aux déclencheurs sensoriels. Mais au fond d'elle, elle sentit que quelque chose d'important s'était produit. C'était comme si une lourde porte à l'intérieur de Léonard s'était entr'ouverte. Pas complètement, mais suffisamment pour laisser entrer ou sortir quelque chose. Anne ne savait pas comment, ni pourquoi, mais elle savait qu'elle avait touché quelque chose qui n'avait jamais été touché auparavant. Les minutes suivantes passèrent lentement. Anne ne voulait pas briser ce moment, alors elle resta silencieuse. Elle prit une autre feuille et la posa dans la main de Léonard. Il la serra fermement. Puis elle trempa ses doigts dans la boue et traça une ligne sur son bras, observant la réaction de sa peau à la pression et au froid. Il ne se retira pas. Au contraire, il resta là calmement, la laissant continuer. Elle essaya différentes choses, enfoncer des cailloux dans sa paume, tapoter doucement son poignet, faire glisser son doigt le long de son épaule. À chaque fois, elle cherchait un signe,
et à chaque fois, elle voyait quelque chose de petit, un léger tremblement, un souffle, un mouvement discret. Ces petites réactions lui donnaient de l'espoir. Elles lui indiquaient que Léonard n'était pas prisonnier du silence, comme tout le monde le pensait. Peut-être qu'il ne parlait pas, mais il ressentait. Peut-être qu'il ne voyait pas, mais il percevait. Anne n'avait besoin de personne pour lui expliquer ce que cela signifiait. Elle le savait dans son cœur. Il communiquait non pas avec des mots, mais avec le toucher la terre et la présence. C'était leur langage, et il devenait plus fort. Après ce jour, Anne commença à tester encore plus de choses. Elle apportait différents types de boue sèche, humide, collante, et observait comment Léonard réagissait à chacun. Elle les déposait dans ses mains, les étalait sur ses bras, et façonnait même de petits objets avec la terre. Parfois elle faisait des visages, parfois des lettres, même si elle savait qu'il ne pouvait pas les voir. Elle n'essayait pas de lui apprendre à lire. Elle voulait simplement partager son monde. Et lentement, il partageait le sien en retour. Lorsqu'elle lui donnait quelque chose de nouveau, il le tenait plus longtemps. Lorsqu'elle touchait son visage, il se penchait vers elle au lieu de se retirer. Et une fois, quand elle posa un doigt boueux sur sa poitrine, il leva sa propre main et la posa à cet endroit également. C'était maladroit lent, mais plein de sens. Anne sourit si fort qu'elle faillit pleurer. Elle sut alors que ce n'était pas un hasard. Quelque chose à l'intérieur de Léonard était en train de changer. La barrière que tout le monde considérait comme permanente commençait à se fissurer. Et cela se produisait par la chose la plus simple qui soit le langage de la boue. Un après-midi, alors que le soleil pendait bas dans le ciel, Anne arriva avec de la terre déjà sur ses pieds et ses mains. Elle avait creusé près de la porte d'entrée avant que sa mère ne l'appelle à l'intérieur. Au lieu de se laver, elle se dirigea directement vers le jardin. Elle trouva Léonard à son endroit habituel, comme toujours assis tranquillement, les mains frôlant le sol. Mais cette fois, quand elle s'assit à côté de lui, il ne attendit pas. Il tendit la main le premier. Sa main se déplaça vers elle, lentement mais avec intention. Elle la prit et ne dit pas un mot. Puis doucement, elle déposa une poignée de terre humide dans sa paume ouverte. Il ne se contenta pas de la sentir. Il la serra, la fit rouler entre ses doigts, puis avec une coordination surprenante, tendit la main et toucha son bras avec. C'était un miroir parfait de ce qu'elle avait fait pour lui quelques jours auparavant. Anne se figea, réalisant ce que cela signifiait. Il ne se contentait plus de répondre. Il communiquait. Il rendait l'appareil. Sans le savoir, Anne avait fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Elle s'était connectée avec Léonard par le langage qu'il comprenait. Le toucher. C'était un après-midi chaud et étouffant. L'air était lourd et le sol était mou à cause de la pluie tombée plus tôt. Anne arriva dans le jardin en tenant le même vieux seau maintenant rempli de boue fraîche et humide. Ses sandales étaient couvertes de terre et ses vêtements légèrement humides à force d'avoir joué dehors avant de venir. Léonard était déjà assis à son endroit habituel, jambes croisées, mains creusant lentement dans la terre devant lui. Mais Anne remarqua quelque chose de différent chez lui aujourd'hui. Il semblait mal à l'aise, comme si quelque chose bouillonnait à l'intérieur de lui. Ses doigts bougeaient plus vite que d'habitude, enfonçant plus profondément dans la terre, la soulevant et la laissant retomber encore et encore. Il ne semblait pas calme comme avant. Il paraissait agité, impatient, comme s'il attendait quelque chose, mais sans savoir quoi. Anne s'assit à côté de lui, en silence, et l'observa quelques instants. Puis elle plongea la main dans le seau, prit une poignée de boue et l'étala doucement sur ses paupières closes, exactement comme elle l'avait fait auparavant. Mais cette fois, tout changea. Dès que ses doigts boueux touchèrent son visage, Léonard se tendit. Tout son corps se raidir et sa respiration devint superficielle.
Anne s'arrêta, incertaine de devoir continuer, mais quelque chose lui disait d'attendre. Puis, lentement, les paupières de Léonard commencèrent à bouger. Elles clignèrent une fois, deux fois, puis s'ouvrirent, non pas par réflexe rapide ou confusion, mais de manière claire et concentrée. Ses yeux étaient ouverts, grands clignant sous la lumière. Un petit rayon de soleil rebondit sur la boue humide sur ses joues et frappa directement ses pupilles. Il cligna rapidement, essayant de s'adapter à la lumière. Anne émit un petit cri et recula la boue coulant encore de ses doigts. Elle le fixa incertaine que ce qu'elle voyait soit réel. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle à voix basse. Elle n'attendait pas de réponse. Elle n'en avait jamais attendu. Depuis qu'elle connaissait Léonard, il avait été silencieux. Mais cette fois, quelque chose était différent. Du plus profond de sa poitrine émana un son. Pas un cri, pas un pleur, un son porteur de sens. C'était une syllabe douce brisée. Ce n'était pas un mot complet, mais c'était réel. Cela venait de sa bouche, de sa voix. Léonard avait parlé, ou du moins essayé de parler. Anne ne bougea pas. Elle n'en croyait pas ses yeux. Ses yeux se remplirent de larmes, et elle se couvrit la bouche de la main. Elle ne savait pas quoi faire. Elle voulait courir et crier pour alerter quelqu'un, mais en même temps, elle ne voulait pas bouger et briser ce moment. Puis, elle entendit un bruit fort derrière elle. C'était sa mère qui venait de sortir de la cuisine en portant un plateau de verre vide. Elviane vit le garçon et se figea. Sa bouche s'ouvrit et elle laissa échapper un cri aigu. Le plateau tomba de ses mains et s'écrasa sur le chemin en pierre. Le son résonna dans tout le jardin. Une seconde plus tard, des pas rapides se firent entendre depuis l'intérieur de la maison. Auguste, entendant le cri, se précipita dehors, le regard paniqué. Il pensait qu'un terrible accident venait de se produire. Il était prêt à affronter le pire. Il atteignit le jardin en respirant lourdement, s'attendant à voir son fils blessé, ou pire. Mais à la place, il vit Léonard assis droit, les yeux grands ouverts, le visage barbouillé de boue, et Anne debout à côté de lui, tenant le seau. La scène était étrange et déroutante. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent les yeux de son fils. Ils n'étaient pas fermés. Ils n'étaient ni ternes ni distants. Ils étaient vivants, alertes, scrutant les alentours, même en clignant en réaction à la lumière. Auguste tomba à genoux, ne se souciant pas de la saleté sur son pantalon cher. Il s'approcha en rampant la bouche ouverte, fixant Léonard comme s'il voyait un fantôme. Il ne savait pas s'il devait parler ou rester silencieux. Il avait passé tant d'années à rêver de ce moment. Mais maintenant que c'était réel, il ne savait que faire. Lentement, avec précaution, Léonard tourna la tête dans la direction de la voix de son père, ses mouvements hésitants, mais clairs. Puis, dans le même ton bas qu'auparavant, il ouvrit la bouche et parla à nouveau. Cette fois, le mot fut plus clair, lumière. Le mot sortit lentement comme un écho ayant mis des années à se former. Auguste se figea. Il ne pleura pas. Pas encore. Il n'enlaça pas son fils, ne dit rien en retour. Il resta la bouche bée, incapable de respirer pendant quelques secondes. Le jardin était complètement silencieux, à l'exception des petits sons des doigts de Léonard, serrant la boue restante dans ses mains. Anne resta immobile, incertaine de devoir parler. Sa mère s'approcha tremblante, couvrant sa bouche de ses mains. Le personnel qui avait entendu le bruit arriva également se tenant au bord de la Seine, trop choqué pour dire quoi que ce soit. Personne ne bougea. Personne ne savait quoi dire. Mais tous ressentirent la même chose. Ce n'était pas normal. C'était quelque chose que personne n'avait attendu. Finalement, Auguste tendit la main et posa sa main sur l'épaule de son fils. Léonard ne sursauta pas. Il ne se retira pas. Au contraire,
Il se pencha légèrement vers le toucher, comme s'il le reconnaissait. C'était la première fois qu'il se touchait ainsi, depuis des années. Personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Aucun médecin n'était présent. Aucune machine, aucune thérapie, seulement de la boue, la lumière du soleil et une fille qui refusait de traiter Léonard comme un objet cassé. Anne n'avait jamais eu l'intention de déclencher quelque chose d'aussi grand. Elle voulait simplement jouer partager un moment comme il le faisait toujours. Mais d'une manière ou d'une autre, son toucher avait atteint plus profondément que quiconque avant elle. Sa patience, sa croyance, sa simple bonté avaient accompli ce que la science n'avait pas pu. Le premier mot de Léonard n'avait pas été enseigné ni forcé. Il était venu naturellement de quelque chose qu'il avait véritablement vécu pour la première fois. Lumière, la chose qu'il n'avait jamais vue auparavant, la chose qui fit cligner ses yeux et réagir son corps. Ce n'était pas seulement un mot, c'était la preuve qu'une partie de lui avait changé. Peut-être pas complètement, peut-être pas définitivement, mais suffisamment pour montrer que l'impossible était maintenant possible. Et alors qu'il restait là, clignant des yeux face au soleil, le visage encore couvert de boue, et qu'Anne tenait toujours le seau, quelque chose de nouveau commença. Le silence se brisa enfin lorsqu'Anne fit un pas en avant et posa délicatement le seau sur le sol entre eux. Elle ne dit rien. Elle regarda simplement Léonard, les yeux grands ouverts, mais calmes. Il se tourna à nouveau vers elle, ses mouvements lents, comme pour tester son corps. Il ne parla pas encore, mais il n'en avait pas besoin. Tout avait changé. Auguste regarda son fils, puis Anne, puis le seau. Il ne comprenait ni comment, ni pourquoi, mais il comprenait d'une chose, quelque chose avait été débloqué. Une partie de Léonard qui avait été fermée si longtemps s'était enfin ouverte, non pas avec des machines ou des thérapies, mais avec de la boue et le toucher. Anne ne posa pas de questions. Elle n'essaya pas d'expliquer. Elle savait seulement ce qu'elle avait vu et entendu. Et tandis que le soleil continuait de briller sur eux, Léonard cligna encore une fois des yeux, le visage toujours couvert de terre, les yeux toujours grands et alertes. Et Anne resta là silencieuse, tenant le seau dans ses mains. C'était le commencement de l'impossible. Après cet après-midi inoubliable, lorsque Léonard avait parlé pour la première fois et ouvert les yeux, quelque chose changea à l'intérieur du château des Villiers. Le personnel n'agissait plus de la même façon. Il se déplaçait différemment, plus prudemment, comme si quelque chose de fragile et d'important se produisait. Tout le monde était encore sous le choc. Auguste avait demandé aux médecins de venir, mais Léonard refusait de leur répondre. Il ne clignait pas des yeux sur commande et ne disait rien lorsqu'ils posaient des questions. Il ne retournait au silence que lorsqu'ils entraient dans le jardin. Mais lorsqu'Anne arrivait, tout était différent. Il se détendait. Sa tête s'inclinait dans sa direction et ses doigts s'allongeaient vers elle. Elle ne le traitait pas comme un patient et ne lui demandait pas de faire quoi que ce soit. Elle s'asseyait simplement à côté de lui, comme elle l'avait toujours fait, apportait son seau habituel de boue et parlait de sa journée. Cela pouvait être quelque chose de simple, comme le chien qui aboyait dans la rue, ou une tuile fendue qu'elle avait vue dans la cuisine. Elle ne le pressait jamais pour qu'il parle. Elle agissait comme si rien n'avait changé. Mais au fond d'elle, elle espérait. Elle espérait chaque jour qu'il pourrait reparler. Et elle n'a jamais cessé d'essayer. Chaque après-midi, Anne s'asseyait à côté de Léonard et lui parlait avec des mots calmes et clairs. Elle parlait des couleurs, même si elle savait qu'il ne savait pas à quoi elles ressemblaient. Elle décrivait les choses par la texture, la température et la taille. Parfois, elle guidait sa main pour toucher quelque chose de nouveau, une pierre rugueuse, une serviette douce, une feuille mouillée. Elle voulait qu'il comprenne le monde comme elle le comprenait par l'expérience. Et Léonard écoutait. Il suivait sa voix avec ses oreilles, tournait la tête et se penchait lorsqu'elle parlait près de lui.
Depuis ce jour, il n'avait pas prononcé un autre mot, mais il était attentif. Lorsqu'elle riait, son visage s'adoucissait. Lorsqu'elle disait quelque chose de triste, il restait immobile. Anne remarqua ces changements. Elle croyait que d'autres mots étaient cachés en lui. Il avait juste besoin de temps. Elle ne voulait pas effrayer les mots. Alors, elle rendait les choses faciles. Elle ne le testait pas et ne posait pas de questions. Elle continuait simplement de se présenter, de parler, de toucher, d'attendre, et espérait toujours un autre miracle. Un soir tard, dans l'après-midi, le ciel était nuageux et le jardin semblait plus frais que d'habitude. Anne arriva avec son seau et s'assit à côté de Léonard comme toujours. Elle le regarda et sourit. Ses mains étaient déjà dans la boue, explorant lentement. Ce jour-là, elle n'avait apporté aucun nouvel objet et n'essayait rien de particulier. Elle s'assit simplement à côté de lui quelques minutes. Puis, au milieu du jeu, elle le regarda et se désigna du doigt. « Anne, dit-elle. » Il tapota doucement sa poitrine. « Anne, c'est moi. » Elle ne s'attendait à rien. Elle voulait seulement qu'il connaisse son nom de la même manière qu'il avait dit « lumière » auparavant. Léonard fit une pause. Ses mains cessèrent de bouger. Sa tête se tourna légèrement vers sa voix. Puis quelque chose d'inhabituel se produisit. Il leva sa main boueuse et toucha son visage. Ses doigts tracèrent sa joue et s'arrêtèrent au niveau du menton. Anne resta immobile, ne disant rien. Puis il ouvrit la bouche. Lentement, avec précaution, il forma le son. Anne. Le mot était faible, mais clair. C'était sa voix, et c'était son nom. Anne ne bougea pas. Son cœur sembla lui sauter dans la gorge. Elle le regarda avec de grands yeux, retenant même sa respiration. Il avait prononcé son nom. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Elle tendit la main et la tint fermement. « Oui, Anne, » murmura-t-elle en souriant à travers ses larmes. Non loin de là, Auguste se tenait silencieusement près de la fenêtre, comme il le faisait souvent maintenant. Lorsqu'il entendit le son, il accourut dehors. Il s'arrêta en les voyant Léonard, le visage couvert de boue, et Anne souriante tenant sa main. « Qu'as-tu dit ?» demanda Auguste, s'agenouillant à leur côté. Léonard ne répondit pas immédiatement. Il tourna de nouveau la tête lentement, mais avec intention, et répéta le mot « Anne ». Ce n'était pas fort, ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Auguste se couvrit le visage avec ses deux mains et se mit à pleurer. Il avait attendu toute sa vie pour entendre quelque chose comme ça, et ce n'était pas venu d'années de thérapie ou de sciences médicales. C'était venu d'une fille pauvre, assise dans le jardin tenant un seau de terre. La nouvelle se répandit rapidement dans la maison. Le garçon qui n'avait jamais parlé, ni vu quoi que ce soit, avait maintenant prononcé 2 mots. Personne ne pouvait y croire. Les médecins furent rappelés et les spécialistes examinèrent les dossiers et rapports, mais aucun ne put l'expliquer. Tous avaient des théories, mais la vérité était juste devant eux. Léonard n'avait pas répondu aux machines ou aux tests. Il avait répondu à la présence, au calme à la boue, à Anne. Auguste comprit enfin qu'Anne n'était pas simplement une autre enfant dans sa maison. Elle était la raison pour laquelle son fils avait changé. Elle n'était pas formée à la thérapie, n'avait aucun diplôme et ne suivait aucune règle. Mais elle comprenait quelque chose de plus profond, la connexion. La véritable connexion. Elle n'avait jamais tenté de réparer Léonard. Elle s'était simplement adaptée à son monde. Et d'une manière ou d'une autre, cela suffisait. Elle devint essentielle à sa routine, non pas parce qu'elle lui enseignait quelque chose, mais parce qu'elle lui donnait l'espace pour être lui-même. Et grâce à cela, il avait commencé à s'éveiller. Pas d'un seul coup, mais morceau par morceau, mot par mot. Désormais, chaque fois qu'Anne entrait dans le jardin, Léonard réagissait. Son visage se tournait, ses mains s'allongeaient,
et parfois, si elle disait son nom, il le répétait. Ce n'était pas toujours clair. Parfois, c'était doux, presque comme un souffle. D'autres fois, il le disait avec plus de force, mais chaque fois cela avait du sens. Cela signifiait qu'il était présent. Il était conscient. Le premier mot de sa vie n'était ni papa ni maman. Il n'avait pas été enseigné par des médecins dans une salle blanche immaculée. Il avait été appris dans la terre sous un ciel gris pendant un moment calme entre deux enfants assis dans le jardin. Anne n'était pas seulement un nom. C'était la preuve qu'il avait franchi la ligne entre le silence et la parole, entre l'obscurité et la conscience. Cela montrait à tout le monde, et surtout à Auguste, que Léonard n'avait pas besoin de systèmes compliqués pour accéder au monde. Il avait besoin de quelque chose de simple, de quelqu'un qui le voyait vraiment, de quelqu'un qui n'avait pas peur de son silence. Et cette personne était Anne, la fille qui avait apporté la boue, et lui avait donné son premier mot. Anne. Anne avait toujours été curieuse à propos de la grande maison. Pendant que sa mère travaillait à nettoyer les chambres et à faire briller les sols, Anne errait dans les couloirs, jetant parfois un coup d'œil dans des pièces où elle n'était pas censée entrer. Un après-midi, en suivant un chat dans un escalier étroit à l'arrière de la maison, elle découvrit une porte légèrement ouverte. À l'intérieur se trouvait un sous-sol poussiéreux, rempli de cartons de vieux équipements de meubles cassés et de piles de documents. L'air était épais et sentait le papier et la rouille. Elle appela sa mère qui était à proximité en train de terminer ses tâches. Ensemble, elles entrèrent et commencèrent à fouiller. La mère d'Anne trouva un vieux meuble métallique avec des symboles médicaux. Les tiroirs étaient remplis de dossiers portant le nom de Léonard. La plupart étaient scellés ou marqués confidentiels. Par curiosité, elles en ouvrirent quelques-uns. Ce qu'elles y lurent les choqua. Certains résultats de tests montrèrent des signes précoces d'activité visuelle et vocale. De petites réactions, des réponses musculaires et même des vibrations des cordes vocales. Mais ces signes avaient été ignorés ou rejetés. Les rapports avaient été archivés et oubliés. Les médecins avaient décidé que c'était sans espoir. Elles s'assirent sur le sol du sous-sol, passant les pages une à une, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Un rapport expliquait que Léonard avait cligné des yeux en réaction à la lumière pendant sa petite enfance. Mais cette réaction avait été considérée comme involontaire et ignorée. Un autre mentionnait de légers mouvements de la gorge, laissant entrevoir des tentatives vocales, mais cela fut considéré comme insignifiant. Plusieurs recommandations demandaient plus d'observations, mais au lieu de poursuivre les tests, les spécialistes avaient choisi une seule solution, la sédation. De nombreux documents montraient que des médicaments puissants avaient été prescrits au fil des ans, non pas pour le traiter, mais pour le calmer. L'idée était de réduire le stress et de contrôler son comportement. Ces sédatifs, certains très forts, avaient probablement effacé toute chance de réaction naturelle. La mère d'Anne lut en silence son visage, devenant de plus en plus sérieux à chaque page. Elle n'avait aucune formation médicale, mais elle voyait bien que quelque chose n'allait pas. Léonard n'avait pas seulement été ignoré. Il avait été réduit au silence, non par nature, mais par des décisions prises par peur. Plus elle lisait, plus le cœur d'Anne se faisait lourd. Elle avait joué avec Léonard dans la terre, et maintenant elle découvrait la vérité enfouie sous ce silence. Plus tard dans la soirée, la mère d'Anne apporta les dossiers à Auguste. Elle ne frappa pas et n'attendit pas. Elle entra directement dans son bureau et déposa la pile sur son bureau. Auguste parut d'abord confus, puis inquiet en voyant les étiquettes. Il prit quelques pages, lisant rapidement, feuilletant notes, rapports et prescriptions. Son visage devint pâle. Il se souvint avoir signé certains des formulaires. À l'époque, il avait écouté chaque médecin, leur faisant confiance pour aider son fils.
Après avoir perdu sa femme lors de l'accouchement, il avait été terrifié à l'idée de faire une nouvelle erreur. Il avait donc suivi chaque protocole approuvé, chaque médicament, et permis tout ce que les professionnels suggéraient. Il voulait faire ce qu'il y avait de mieux. Mais maintenant, il comprenait qu'il avait accepté des années de silence, non pas venant de Léonard, mais de ceux qui étaient censés l'aider. Il se renversa dans son fauteuil, sans voix, tenant les documents dans ses mains tremblantes. Il pensa à toutes les occasions manquées, aux moments où Léonard aurait pu tendre la main, aurait pu essayer seulement pour être repoussé par des médicaments et des conclusions. Auguste ne dormit pas cette nuit-là. Il resta seul dans son bureau, les dossiers étalés sur le bureau. Il relut chaque rapport, essayant de comprendre ce qu'il avait manqué. Plus il lisait, plus la culpabilité s'installait. Pendant des années, il s'était enfermé dans la croyance que son fils était inatteignable. Mais maintenant, il connaissait la vérité. Léonard avait essayé, peut-être pas avec des mots, mais avec des réactions des mouvements des signaux. Et ces signes avaient été enfouis sous les médicaments et le diagnostic final. Pendant tout ce temps, Léonard avait attendu. Et ce n'était ni un médecin, ni une machine qui l'avait atteint. C'était Anne, une fille sans formation, sans équipement, simplement présente et patiente. Elle n'avait pas eu besoin de tableau ni d'autorisation. Elle s'était simplement assise dans le jardin et avait traité Léonard comme une personne, pas comme un cas médical. Auguste comprit qu'il avait été entouré de professionnels, mais aveuglé par la peur. La peur de l'espoir, la peur de la perte. Et maintenant, cette peur avait coûté à son fils des années de lien. Mais il n'était pas trop tard. Plus maintenant. Le lendemain matin, Auguste convoqua une réunion avec tout le personnel. Il se tenait dans la salle à manger, tenant la pile de dossiers. Sa voix était stable, mais son visage montrait la douleur. Il leur raconta ce qu'il avait découvert. Il admit avoir signé des formulaires et fait confiance à des décisions qui semblaient maintenant erronées. Mais il ne les blâma pas. Il se blâma lui-même. Puis il fit une promesse. Cela ne resterait pas caché. Il ne laisserait pas l'histoire de Léonard être une histoire de souffrance silencieuse et d'échec médical. Ce n'était plus seulement son fils. Combien d'autres enfants avaient été étiquetés comme inatteignables? Combien étaient enfermés dans leur propre silence parce que quelqu'un avait décidé qu'ils étaient trop brisés pour qu'on essaie à nouveau? Auguste voulait révéler ce qui s'était passé. Il voulait que le public voie la vérité. Parfois le système échoue et la vraie guérison vient de la connexion humaine, pas seulement des traitements. Le personnel écouta en silence. Certains étaient émus, d'autres confus, mais plus personne ne pouvait nier la vérité. Léonard avait parlé. Il avait ouvert les yeux. Et cela changeait tout. Auguste contacta des journalistes, des avocats et des experts médicaux. Il leur remit tous les documents et leur raconta tout. Il ne se souciait ni de sa réputation ni du risque. Ce qui importait, c'était de s'assurer que cela ne se reproduise plus. Il ouvrit les portes du manoir, non pas aux riches ou aux puissants, mais à ceux qui voulaient écouter. Des interviews furent données, des articles écrits. La nouvelle se répandit sur le garçon qui n'avait jamais vu ni parlé jusqu'au jour où une fille aux mains boueuses toucha son visage. Léonard ne devint pas une célébrité et Anne ne chercha pas de reconnaissance. Mais ensemble, leur histoire devint un symbole, un rappel que parfois, le monde va trop vite pour remarquer les petits signes. Parfois, le silence n'est pas la fin. C'est une pause, attendant la bonne personne pour écouter. Auguste ne voyait plus Anne comme une simple fille d'un quartier pauvre. Elle était celle qui voyait ce que personne d'autre ne voyait. Et Léonard le garçon jadis, considéré comme inatteignable, était maintenant au centre d'un mouvement. Une croisade non menée par des médecins, mais par un garçon et une fille qui se voyaient dans le silence et la boue.
L'histoire de Léonard et Anne se répandit rapidement au-delà des murs du manoir des Villiers. Après qu'Auguste eut rendu la vérité publique, les grandes chaînes d'information relayèrent l'histoire. Les journaux publièrent des titres sur le garçon mal diagnostiqué pendant des années et la fille qui l'avait aidé à prononcer son premier mot. Les gens furent choqués d'apprendre comment les sédatifs et les décisions hâtives avaient réduit au silence un enfant qui n'était pas au-delà de l'aide. Les conseils médicaux lancèrent des enquêtes formelles sur les médecins impliqués dans le traitement précoce de Léonard. Certains perdirent leur licence, tandis que d'autres furent suspendus en attendant l'examen. L'histoire suscita des débats à la télévision nationale des experts, discutant de la fréquence à laquelle des enfants comme Léonard étaient écartés trop tôt. Des parents commencèrent à poser plus de questions lors des consultations médicales. Des familles d'autres enfants, présentant des conditions similaires, contactèrent Auguste par lettres et messages. Mais pendant que le monde extérieur se concentrait sur la responsabilité et la justice, quelque chose de plus important se passait à la maison. Léonard changeait chaque jour. Il apportait quelque chose de nouveau. Chaque moment dans le jardin devenait une leçon, et à travers tout cela, Anne restait à ses côtés. Léonard commençait maintenant à prononcer des mots plus souvent. Pas des phrases complètes, mais des morceaux suffisamment pour montrer qu'il faisait attention et apprenait. L'un des premiers mots qu'il prononça clairement fut « soleil ». Il tendait la main vers la chaleur et le disait avec un sourire. Ensuite vinrent les couleurs. Puis plus tard, Anne qu'il répétait chaque jour, toujours avec un ton particulier. Sa vue n'était pas complètement revenue, mais il pouvait maintenant voir la lumière, les mouvements et les formes. Il savait quand Anne agitait la main ou se déplaçait près de lui. Sa tête se tournait dans sa direction. Il pouvait reconnaître les ombres et la luminosité et même réagir au changement de lumière. Ce sont des choses que personne n'aurait cru possibles. C'était comme si chaque partie de son corps se réveillait enfin. Le jardin resta son endroit préféré. Il jouait toujours avec la terre, mais maintenant, il riait aussi, inventait des sons étranges et chantonnait de petits airs qui n'avaient pas beaucoup de sens, mais qui le rendaient heureux. Il découvrait ce que cela signifiait d'être un enfant. Auguste voulait soutenir le développement de son fils de toutes les manières possibles. Il fit donc construire un nouvel espace dans le jardin arrière, un atelier de boue. Ce n'était pas luxueux. Il n'y avait pas de mobilier coûteux, pas de machines, ni d'écran, seulement des murs ouverts, un sol souple et des seaux remplis de différents types de terre de sable et d'argile. Il y avait aussi des tapis texturés des blocs de bois et des bols d'eau pour mélanger. La pièce était entièrement conçue pour le jeu sensoriel. Anne participa à la conception, suggérant des choses qu'elle pensait que Léonard apprécierait. Chaque jour, ils allaient ensemble dans l'atelier. Ils jouaient avec la boue, pressaient leurs mains sur des surfaces humides, dessinaient des formes avec leurs doigts et étalèrent des motifs sur le sol. Parfois, ils peignaient avec des feuilles. D'autres fois, ils utilisaient des bâtons ou leurs propres pieds pour créer des marques. Il n'y avait pas de règles, pas de leçons, seulement la liberté. Pour Léonard, c'était plus que du jeu. C'était de la communication. Il montrait ses émotions par le mouvement et les formes. S'il faisait de grands cercles, il était excité. S'il enfonçait profondément ses mains dans la boue, il était concentré. C'était sa manière de parler. Dans cette simple pièce, Léonard commença à utiliser de nouveaux sons. Ce n'étaient pas de vrais mots, mais des syllabes qu'il inventait. Nakubar. Anne les répétait en faisant des jeux. Il créait de petites chansons et des rythmes en frappant des mains ou en éclaboussant la boue en motifs. Il commença à rire davantage. Pas seulement de légers sourires, mais un rire complet fort et clair qui remplissait l'air. Pour une maison qui avait été totalement silencieuse, elle semblait maintenant vivante. Le personnel qui y travaillait depuis des années souriait davantage.
Certains participaient même pour aider à nettoyer le désordre, mais personne ne se plaignait. Auguste s'asseyait souvent au bord de l'atelier observant. Il n'interrompait pas, il ne cherchait pas à contrôler. Il restait simplement assis, les larmes aux yeux reconnaissant que son fils vivait enfin. Il parlait parfois à la mère d'Anne, qui restait toujours humble, ne demandant jamais de crédit. « Elle m'a sauvé », disait Auguste, pas avec des médicaments, simplement en étant là. Et Anne, inconsciente de l'impact de sa présence, essuyait simplement ses mains sur son short et continuait de jouer. Anne commença aussi à apprendre à Léonard à décrire ce qu'il ressentait. Elle tenait des objets dans ses mains et prononçait les mots lentement, chaud, froid, doux, rugueux. Il les répétait à sa manière. Parfois, les sons n'étaient pas exacts, mais le sens était là. Elle frottait une pierre chaude dans sa paume et disait chaud. Puis, elle éclaboussait de l'eau froide et disait froid. Au fil du temps, Léonard commença à répondre plus rapidement. Quand quelque chose était doux, il pressait son visage dessus. Quand c'était rugueux, il traînait ses doigts avec soin. Il commença même à associer ses sensations à des couleurs. Ce n'était pas scientifique, mais c'était sa méthode. La boue devenait pour lui bleu le soleil toujours brillant et chaud jaune. Lorsqu'il touchait l'herbe, il disait vert. Même s'il ne voyait pas parfaitement la couleur, Anne comprenait qu'il n'apprenait pas comme à l'école. Il apprenait en connectant, ressentant, nommant, mémorisant. La boue devint un outil. Le jardin devint une salle de classe. Sa mémoire se renforça, ses réactions s'accélérèrent. Et chaque jour, Anne ajoutait un mot de plus, un jeu de plus, une connexion de plus. Maintenant, le manoir autrefois froid et sans vie avait une énergie différente. Des rires venaient du jardin arrière. Des empreintes boueuses parcouraient les allées du jardin. Des mains mouillées marquèrent les murs de l'atelier de boue. Le personnel ne chuchotait plus par peur, ni ne marchait silencieusement devant la porte de Léonard. Ils entendèrent de la musique, non pas provenant des haut-parleurs, mais des enfants faisant du bruit. Auguste veillait à ce que rien ne stoppe cela. Aucun visiteur, aucun journaliste n'était autorisé à perturber leur routine. La maison avait changé, non pas par le design, mais par la découverte. Léonard n'avait plus besoin de clinique ni d'équipement. Ce dont il avait besoin, c'était ce qu'il avait maintenant, un espace ouvert des personnes sûres et quelqu'un comme Anne, quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Il n'était plus le garçon aveugle et muet enfermé dans le silence. Il était un garçon qui parlait, riait et appelait des noms. Il courait pieds nus dans l'herbe couvert de terre, les mains pleines de vie. La vie ne se déroulait pas dans des hôpitaux ou des salles de thérapie. Elle se déroulait là dans le jardin arrière d'un manoir. Un lieu autrefois silencieux, désormais rempli de terre et de lumière. Anne et Léonard n'étaient plus seulement deux enfants jouant dans un jardin. Leur connexion avait grandi en quelque chose de plus profond que personne autour d'eux ne pouvait expliquer. Ils se comprenaient sans phrase complète ni explication. Ils partageaient regards, signaux et mouvements qui ne signifiaient rien pour les autres, mais tout pour eux. Anne levait un sourcil et Léonard savait instantanément qu'il était temps de cacher l'un de leurs petits animaux en argile avant que quelqu'un ne marche dessus. Si Anne tapotait 2 fois sur son poignet, il savait qu'elle voulait qu'il la suive. Si Léonard émettait un doux son, là, en traînant sa main sur le sol, Anne comprenait qu'il essayait de décrire la texture. Il n'avait pas inventé ce langage volontairement. Il s'était développé lentement au fil du temps à travers le jeu, la confiance et de longues après-midi passées dans le jardin. Il pouvait rester silencieux pendant 1 heure et avoir pourtant l'impression d'avoir parlé toute la journée. Personne ne leur avait appris cette façon de communiquer. C'était quelque chose qu'eux seuls pouvaient construire, pièce par pièce à travers le rire, le toucher et une curiosité sans fin. Avec le temps,
Anne devint une partie encore plus intégrante du monde de Léonard. Elle commença à dormir plus souvent dans le manoir, parfois pendant plusieurs jours. Auguste avait aménagé pour elle une petite chambre à côté de celle de Léonard, avec un lit, une étagère pour ses livres et un panier de ses friandises préférées. Mais Anne y restait rarement. La plupart des nuits, elle s'endormait à côté de Léonard. Ils s'allongèrent sur le sol avec des livres étalés autour d'eux, où se murmuraient des mots absurdes inventés pendant la journée. Parfois, ils ne parlaient même pas. Ils se contentèrent de rester proches l'un de l'autre. Anne traçait des formes avec son doigt sur le parquet en bois, tandis que Léonard suivait le mouvement avec sa main. D'autres fois, ils apportaient des feuilles ou des pétales du jardin et essayaient de deviner leur odeur dans le noir. La maison, autrefois si stricte et froide, était devenue chaleureuse et pleine de vie. Ce qui n'était auparavant qu'un lieu de traitement et de silence était désormais rempli de couleurs de mouvement et de liens. Auguste avait changé aussi. L'homme qui autrefois était distant et rigide passait maintenant plus de temps à la maison. Il ne se cachait plus dans son bureau ni ne s'entourait de silence. Il participait au repas, regardait les enfants jouer et apprit même à écraser de la boue entre ses doigts sans grimacer. Les murs qui n'avaient jadis résonné de rien résonnaient maintenant de son rire, pas chansons absurdes, inventées sur le moment. Des jouets étaient éparpillés sur le sol, des traces de peinture, laissées sur les murs, les tables même sur les meubles. Personne ne se plaignait. Auguste le permettait. Il comprenait maintenant que la vie n'était pas censée être parfaite. La croissance de Léonard ne se produisait pas par le contrôle, mais par la liberté, par le désordre, par la sécurité ressentie. Anne ne se comportait plus comme une invitée. Elle courait dans la maison comme si elle lui appartenait. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Auguste se surprenait souvent à la regarder avec gratitude. Elle avait donné à son fils plus que quiconque auparavant, et en retour, elle était devenue une partie de leur famille, sans jamais avoir eu à demander. Une nuit, Léonard se réveilla soudainement. Ce n'était pas à cause d'un cauchemar. Il voulait simplement se sentir en sécurité. Il s'assit et murmura « Anne, viens ». C'était simple, mais clair. Anne, qui dormait dans la chambre voisine, l'entendit et se leva immédiatement. Elle alla dans sa chambre, s'assit à côté de lui et prit sa main. C'était tout ce dont il avait besoin. Il sourit, puis se recoucha. Ces moments nocturnes devinrent plus fréquents. Parfois, il l'appelait. Parfois, il avait juste besoin d'entendre son doux fredonnement ou de sentir sa présence à côté de lui. Il avait commencé à rêver une chose qui n'avait jamais été mentionnée auparavant, car pendant des années, personne ne lui avait posé la question. Mais maintenant, il parlait de ses rêves. Il disait voir des couleurs, même s'il ne pouvait pas les décrire parfaitement. Il sentait les odeurs. Il racontait qu'un jour, il volait et que l'air avait le goût du verre. Anne ne riait pas de ces descriptions étranges. Elle écoutait. Elle les encourageait. Elle commença même à les noter dans un carnet. Chaque rêve était un pas en avant. Une autre fenêtre vers un monde qu'il commençait enfin à comprendre. La maison avait complètement changé. Les taches de boue n'étaient plus vues comme un désordre, mais comme des souvenirs. Les empreintes de mains sur les murs restaient intactes. Les jouets étaient alignés sur l'escalier. La vaisselle s'entassait parfois dans l'évier et les vêtements étaient laissés sur les chaises. Mais il n'y avait aucune tension. Personne ne criait, ni ne se précipitait pour tout nettoyer parfaitement. La maison n'était plus simplement un foyer. Elle était vivante. Anne insufflait cette vie dans chaque recoin. Elle montrait à Léonard comment jouer avec l'eau dans l'évier, comment écouter la musique et sentir le rythme avec ses doigts sur la table. Ils utilisaient de la farine pour former des formes dans la cuisine. Ils fabriquaient de petits bateaux en feuilles et les faisaient flotter dans des seaux. Chaque activité était simple mais réelle.
Auguste les rejoignait souvent et le personnel s'adaptait à cette nouvelle routine sans se plaindre. Tout le monde savait que quelque chose de rare et spécial se produisait. Ils observaient un garçon qui avait jadis vécu dans le silence devenir quelqu'un qui parlait, riait et rêvait. Tout cela parce qu'une fille avait cru qu'il le pouvait. Et à travers tous ces changements, les couleurs, les rêves, les rires, Léonard n'oublia jamais d'où tout avait commencé. Il montrait parfois le morceau de terre, près de l'ancien arbre, l'endroit où lui et Anne s'étaient assis pour la première fois. Cet endroit restait intact comme un coin sacré du jardin. Quand quelqu'un lui demandait où il avait appris à parler ou à voir, il souriait et montrait cet endroit. « Pouh !» disait-il, suivi d'un léger rire. Mais le plus souvent, il disait simplement « Anne ». Pour lui, il ne s'agissait pas des thérapies, du matériel ou des chambres luxueuses. Il s'agissait d'une flaque de boue, d'un rire unique et d'une fille qui lui avait appris que le monde pouvait être touché avant d'être vu. Elle n'était plus seulement son amie. Elle était sa sœur non par le sang, mais par tout ce qui comptait. Et chaque fois qu'il tendait la main vers elle ou murmurait son nom dans le noir, la maison se souvenait de la façon dont tout avait commencé avec 2 enfants et un lien fait de terre et de lumière. Léonard n'était jamais entré dans une pièce avec autant de monde. L'invitation était arrivée dans une grande enveloppe, aux lettres dorées, pour un événement national officiel sur les enfants ayant surmonté des défis majeurs. Auguste la lut à voix haute, et lorsqu'il eut fini, Léonard avait l'air confus. Il comprenait certains mots, mais pas le sens complet. Anne expliqua que les gens voulaient entendre son histoire, comment il était passé du silence et de l'obscurité à parler et rire. Au début, il secoua la tête. L'idée de se tenir sur une scène avec des lumières et des centaines de personnes le regardant lui faisait trembler les mains. Mais Anne dit quelque chose de simple. « Tu n'as pas besoin d'être parfait. Dis juste ce que tu as vu. » Cela resta gravé dans son esprit. Il s'entraîna à se tenir debout dans le jardin tenant une cuillère comme un micro. Anne, assise sur l'herbe, faisait semblant d'être le public. Il essayait différents mots, se trompait, parfois en oubliait d'autres et riait lorsqu'ils se mélangeaient. Mais elle ne le corrigeait jamais durement. Elle disait toujours « Parle juste avec ton cœur, ça suffit. » Et peu à peu, il y crut. Le jour de l'événement arriva. Léonard portait une simple chemise bleue en tissu doux qu'il aimait parce qu'elle était agréable au toucher. Anne portait une robe que sa mère lui avait cousue. Rien de sophistiqué, mais propre et soigné. Auguste les accompagna et s'assit au premier rang, retenant ses larmes avant même que quoi que ce soit ne commence. La scène était grande, les lumières brillantes. L'animateur fit une introduction chaleureuse sur l'histoire de Léonard, mentionnant comment sa condition avait été mal comprise pendant des années et comment une connexion unique avait changé sa vie. Lorsque ce fut le moment pour lui de parler, Léonard marcha lentement vers le centre de la scène. Ses jambes tremblaient légèrement. Anne marcha avec lui et se tint juste derrière, posant doucement une main sur son épaule. Il regarda la mère de visage. Il ne voyait pas tout clairement, mais percevait la tension, le silence, l'attente. Il prit une profonde inspiration, tint le micro des 2 mains et se souvint des mots d'Anne. « Dis juste ce que tu as vu. »« Voici Anne, » dit-il, en la désignant sans se tourner. « Elle m'a étalé de la boue, et ensuite j'ai vu le monde. » La salle devint silencieuse. Personne ne bougea. Il fit une pause incertain de ce qu'il avait fait. Puis vinrent les applaudissements forts et longs, suivis de personnes se levant beaucoup, avec des larmes coulant sur leurs joues. Il continua sa voix encore douce, mais stable. Ce n'était ni un docteur, ni une machine, ni un hôpital, ni une thérapie. Il fit une nouvelle pause, cherchant ses mots. C'était elle, une fille pieds nus. Elle m'a donné la voix.
Elle m'a donné la lumière. » Les applaudissements recommencèrent. Même l'animateur pleurait. Léonard ne dit pas beaucoup plus. Il n'en avait pas besoin. Les quelques mots qu'il prononça étaient simples, mais portaient plus de sens que n'importe quel long discours. Il parlait lentement, honnêtement, à la manière dont il avait appris, pas par les livres ou les leçons, mais par la vie, par la boue, par Anne. Cela suffisait à tous dans la salle pour comprendre. L'animateur revint sur scène, s'essuyant les yeux, essayant de garder sa voix stable. Il annonça qu'il avait encore une information. Il ouvrit un dossier et lut. Par procédure légale approuvée par la famille Var et soutenue par les services de tutelle, Anne est désormais officiellement reconnue comme membre du foyer Var. Le public applaudit de nouveau plus fort que précédemment. Anne resta figée une seconde incertaine d'avoir bien entendu. Auguste monta sur scène, hocha la tête et lui sourit les larmes aux yeux. Léonard se tourna, ouvrit les bras et dit « Sœur de cœur ». Anne courut dans ses bras, le serrant fort, tandis que le public se leva à nouveau, cette fois pas seulement pour applaudir, mais pour acclamer. Les photographes prirent des clichés. Les journalistes tentèrent de poser des questions. Mais pour Léonard et Anne, l'instant était calme et réel. Il ne s'agissait pas de l'attention. Il s'agissait de la vérité, d'être vu, d'avoir enfin un endroit où personne ne remettait en question leur lien. Pour Léonard, qui avait autrefois vécu dans le silence, le mot « sœur » était plus puissant que n'importe quel titre ou honneur. Après l'événement, de nombreuses personnes les approchèrent en coulisses. Certains étaient des parents d'enfants qui ne parlaient pas. D'autres des médecins, enseignants ou thérapeutes. Tous dirent la même chose, les mots de Léonard avaient changé quelque chose en eux. Mais Léonard ne semblait pas intéressé par les louanges. Il continuait à regarder Anne souriant, répétant son nom doucement de temps en temps. Anne, comme toujours, ne se comportait pas comme quelqu'un de spécial. Elle répondait poliment aux questions, mais ramenait toujours l'attention sur Léonard. « C'est lui qui a parlé », disait-elle. Moi, je me suis juste assise dans la boue avec lui. Plus tard, dans la soirée de retour au manoir, la famille se rassembla pour le dîner. Ce n'était pas luxueux, juste soupe, pain et fruits, mais cela ressemblait à un festin. Le personnel avait accroché un panneau indiquant « Bienvenue chez toi, Anne ». Tout le monde applaudit à son entrée. Léonard s'assit à côté d'elle, trempa son pain dans la soupe, puis murmura des mots qu'il avait pratiqués. « Merci ». Anne le regarda et sourit. Elle n'avait pas besoin de répondre. Il savait déjà. Leur lien n'avait pas besoin de scène ni de micro. Il suffisait de présence de main et de vérité. L'événement devint une nouvelle à travers tout le pays. Des extraits du court discours de Léonard passèrent à la télévision et se propagèrent en ligne. Les gens répétaient ces mots non pas parce qu'ils étaient complexes, mais parce qu'ils étaient vrais. Elle m'a étalé de la boue, et ensuite, j'ai vu le monde. C'était plus qu'une phrase. C'était un message qui rappelait à tous que la guérison ne commence pas toujours dans les hôpitaux. Parfois, elle commence sur le sol, dans un jardin dans le silence, avec de la boue sur les mains, et quelqu'un qui croit en vous. Pendant des années, des experts avaient tenté de rejoindre Léonard à travers tests et traitements. Mais ce qui brisa le mur fut quelque chose de simple. Une flaque, un rire et une fille qui n'a jamais abandonné. Au final, Léonard n'avait pas besoin de longs discours ni d'une grammaire parfaite pour dire ce qui comptait. Ces mots étaient courts, mais portaient tout. Les applaudissements, la reconnaissance, la joie, tout était réel. Mais l'essentiel n'était pas la foule, ni les titres dans les journaux. C'était que Léonard avait trouvé sa voie. Et avec elle, il donna le discours le plus simple du monde. De retour au manoir, les choses étaient différentes, mais familières. Léonard marchait lentement dans le couloir, tenant quelque chose dans sa main.
C'était l'ancien seau de boue, le même que Anne avait apporté le tout premier jour. Il était rayé taché et légèrement fissuré, mais il le tenait comme s'il s'agissait d'un trésor. Lorsqu'il atteignit sa chambre, il posa délicatement le seau à côté de son étagère à jouets. Il y avait des animaux en bois, des formes en plastique et des bocaux de terre colorés, tous alignés. Juste au-dessus de l'étagère collée au mur se trouvait un morceau de papier froissé. C'était le premier dessin d'Anne. 3 bonshommes tenant la main. L'un avec de longs cheveux, un avec des boucles en désordre et un grand aux épaules carrées. Léonard pointa le dessin du doigt et dit « Toujours nous ». Sa voix était stable. Anne était assise par terre, à proximité pliant un papier en petite boîte. Elle leva les yeux souris et répondit « Pour toujours ». Ils ne dirent rien de plus. Ce simple échange suffisait. C'était un rappel que même si les choses avaient changé, les parties les plus importantes restaient intactes. Le manoir ne semblait plus être un lieu silencieux et vide. Il était devenu une maison. Il y avait des traces de boue sur les fenêtres, non pas à cause d'accidents, mais des mains appuyées dessus pendant les jeux. Les couloirs n'étaient plus silencieux. Parfois, de la musique jouait doucement par les enceintes. D'autres fois, Léonard et Anne produisaient eux-mêmes des sons applaudissants, fredonnant ou frappant le sol en rythme. Le jardin résonnait de rire non seulement des 2 enfants, mais aussi des membres du personnel, qui avaient commencé à se joindre à eux. Certains après-midi, ils jouaient tous ensemble. Même Auguste avait changé. Il n'était plus simplement un observateur. Il avait maintenant une place dans l'atelier, où il lisait à voix haute, pendant que Léonard et Anne peignaient avec la terre. Sa voix était calme et chaleureuse, portant des histoires de vieux livres d'aventure ou des poèmes que Léonard aimait entendre, même s'il ne comprenait pas chaque mot. Ce n'était pas une famille traditionnelle. Cela ne suivait pas les règles que la plupart des gens attendaient. Mais cela fonctionnait. C'était réel. Il y avait de l'amour, du désordre, du bruit du calme et de la vérité. Et cela suffisait. Tous les jours n'étaient vraiment pas parfaits. Certains jours, Léonard ne parlait encore que peu. Il se réveillait et avait envie de rester silencieux. L'ancien silence revenait non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il avait besoin d'espace. Ces jours-là, Anne ne le pressait pas. Elle comprenait. Elle s'asseyait simplement à côté de lui donnant une brosse, un jouet ou tenant juste sa main. Et même dans le silence, Léonard trouvait des moyens de parler. Un toucher sur son épaule, un hochement de tête, un regard partagé. Il avait appris que tous les mots n'avaient pas besoin de son. Certaines choses sont plus fortes sans parole. Ces jours-là, Auguste préparait du thé et s'asseyait à proximité, sans parler non plus. C'était une routine silencieuse que tous comprenaient. Personne ne demandait ce qui n'allait pas. Personne ne forçait un sourire. Il lui donnait juste du temps. Et le soir, Léonard murmurait généralement quelque chose de petit, comme boue ou chaud, et Anne souriait. Ils avaient appris que la guérison n'était pas linéaire. Il ne s'agissait pas d'atteindre un point final. Il s'agissait de rester ensemble, peu importe comment se passait la journée. Anne restait la même joueuse patiente, pleine d'idées. Elle continuait à enseigner chaque jour de nouvelles choses à Léonard sans pression. Elle lui présentait différentes textures, inventait des jeux et même introduisait de simples expériences scientifiques avec l'eau et la terre. Ils avaient créé leur propre alphabet de boue, où chaque forme dans la terre représentait une lettre ou un mot. Anne pressait des symboles dans la boue et Léonard les devinait du bout des doigts. Il s'améliorait à chaque essai. Elle lui apprenait le temps en utilisant les ombres sur le mur. Elle lui montrait comment les plantes poussaient, le laissant sentir les racines sous la terre. Rien n'était fait dans la précipitation. Tout était lent, honnête et amusant. Et à travers tout cela, Léonard continuait d'apprendre. Il commença à poser des questions, courtes mais vraies.
Pourquoi encore? Encore. Sa curiosité grandissait et sa confiance aussi. Et chaque fois qu'il essayait un nouveau mot ou riait d'un nouveau jeu, Anne avait l'air fière. Elle ne cherchait jamais à prendre le mérite. Elle ne se comportait jamais comme une enseignante. Elle était simplement Anne, la même fille aux pieds nus qui s'était assise autrefois dans la boue avec un garçon qui ne parlait pas. Le soir, le studio était leur endroit préféré. La porte ouverte, la lumière entrant, ils s'asseyaient par terre, entourés de terre de feuilles de bâton et d'outils simples. Ils n'utilisaient pas souvent de papier. La plupart de leurs créations se faisaient directement sur le sol. Parfois, ils faisaient de grands motifs désordonnés. D'autres fois, ils formaient soigneusement de petites histoires. Un jardin, une maison, un oiseau aux ailes déployées. Léonard avait commencé à raconter à Anne ce que signifiait chaque dessin. Pas toujours avec des mots complets, mais à sa manière. Elle écoutait, elle posait des questions. Et il répondait par des signes, des sons, et parfois des phrases complètes. Auguste les rejoignait souvent, assis sur un tabouret à proximité, simplement à observer. Il ne se lassait jamais de voir son fils vivant, parlant souriant. C'était quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé possible. Et maintenant, c'était normal. La maison, autrefois brisée et étrange, était devenue un lieu où l'imagination vivait, où les gens se guérissaient en touchant le sol, en jouant, en étant ensemble. Il n'y avait plus de médecins en blouse blanche, seulement une famille qui s'était trouvée à travers les choses les plus simples. Un soir, Léonard regarda autour de lui et vit tout ce qui avait changé. Le mur couvert d'empreintes de mains. Le sol couvert de poussière des dessins de la journée. Anne riant, essayant de nettoyer ses pieds avec une serviette. Il sentit quelque chose se poser dans sa poitrine. Ni excitation, ni tristesse, juste la paix. Il se leva, alla vers son étagère et regarda à nouveau l'ancien seau debout. Il le toucha puis se tourna vers Anne et dit « Toujours nous. Ce n'était pas une question, c'était un fait. » Elle se tint à ses côtés, lui donna un petit coup d'épaule et répondit « Pour toujours. » Pas de long discours, pas de performance, juste un simple moment qui signifiait tout. Cette maison, autrefois silencieuse et sans vie, avait désormais un battement de cœur. Et ce battement venait du jardin du studio des rires et de la connexion qu'ils partageaient. Il venait des mains pleines de boue, des dessins partagés et des mots doux prononcés en confiance. Cela n'avait pas commencé dans un hôpital ou une salle de classe. Cela avait commencé par un seul acte. Une fille assise dans la boue à côté d'un garçon qui n'avait jamais parlé. Tout avait commencé avec la boue. Tout avait commencé avec Anne. Enfin, nous avons atteint la fin de cette histoire. Je suis extrêmement heureux que vous soyez arrivés jusqu'ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé et quelle partie vous a plu ou déplu le plus. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine fois.